Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés pour suivre cet ultime webinaire de la série Repères croisés Sorbonavirus. Cette série qui nous a permis de croiser les regards de chercheurs sur l'impact de la crise et ses conséquences. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la Covid-19 dans l'histoire des épidémies à travers des exemples marquants durant l'Antiquité, mais aussi au cours du XXe siècle. Et on va se demander quels sont les invariants que l'on retrouve lorsqu'une épidémie éclate, mais aussi quels enseignements on peut tirer finalement des pandémies du passé pour mieux comprendre ou pour mieux affronter celles qui nous occupent. Alors pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons avec nous Véronique Boudon-Milot, philologue et helléniste, spécialiste de l'histoire de la médecine, et puis Renaud Piarou, professeur des universités, praticien hospitalier à PHP, parasitologue et spécialiste des épidémies. Tous les deux feront un rapide exposé sur ces questions, suivi d'un échange entre eux. Et puis ensuite, dans un troisième temps, on va prendre les questions du chat. Donc, n'hésitez pas à en poser tout au long de cette intervention d'une heure. Et puis, vos questions, vous les posez à Relations repères croisés Sorbonne Université. Ensuite, je les récupérerai et je les poserai à nos intervenants. Un mot pour vous rappeler que ce webinaire est enregistré et sera diffusé en replay sur la chaîne YouTube de Sorbonne Université. Donc, on démarre avec vous, Renaud Piarou. Vous êtes professeur des universités, praticien hospitalier, parasitologue et spécialiste des épidémies. Et puis, vous êtes notamment spécialiste de l'épidémie du choléra, puisque vous avez lutté contre cette épidémie en Haïti dans les années 2000. Et donc, votre expérience de terrain vous a permis de penser le dispositif Covisan de lutte contre le coronavirus en Île-de-France. Et c'est cette parenté entre les dispositifs dont vous allez nous parler au cours de votre exposé. On vous écoute. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, merci pour cette invitation à ce webinaire. La lutte contre la Covid fait maintenant partie de notre quotidien. Elle comprend plusieurs axes qu'on connaît tous, la vaccination, les gestes barrières, les mesures de restriction de déplacement, plus ou moins strictes selon la circulation du virus, l'identification, l'isolement des personnes contagieuses et de leurs contacts. Tout ça est devenu une sorte de routine. Pourtant, au début 2020, lorsque le virus a fait irruption dans nos vies, nous ne savions pratiquement rien de la manière de lutter contre un tel péril. La vaccination était juste un objectif lointain, considéré même comme irréaliste par certains infectiologues. Les gestes barrières étaient incongrus. On nous disait que le masque ne servait à rien pour le grand public, que d'ailleurs on ne saurait jamais le mettre correctement. Les mesures de restriction de liberté, le confinement, fermeture des frontières, couvre-feu, c'était peut-être bon pour les Chinois, mais ça ne pouvait pas s'appliquer à nous. Quant au contact tracking, rappelez-vous, c'était un truc complètement exotique fait par des Coréens à base de surveillance informatique, de traçage des gens par une application, de vidéos, de prise de température à l'entrée des bâtiments, une sorte de dystopie à base d'applications mobiles, d'algorithmes, de start-up. Alors, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a tout bloqué, chacun chez soi, pas le droit de sortir de plus d'une heure ou de s'éloigner de plus d'1 kilomètre de chez soi. Mais ça n'était pas tenable dans la durée. C'était juste un temps mort qui demandait pour absorber l'afflux de patients dans les hôpitaux et éviter l'implosion de notre système de santé. Mais après, on fait quoi? C'est le sens de la proposition que j'ai faite juste avant le week-end de Pâques à Martin Hirsch, le directeur général de la PHP. Ce qui manquait, c'était d'accompagner les patients non hospitalisés. Leur suivi médical était à peu près assuré avec les médecins de ville et avec la PHP, notamment grâce au programme Covidom. Mais comment faire pour les aider à s'isoler? J'ai proposé d'aller vers les patients, de les aider, de les accompagner et ainsi de casser les chaînes de transmission autour d'eux. Aller vers, c'est le point crucial dans cette approche. Oui, François. Pardon? Dire aux gens, isolez-vous, sans rien faire pour les aider, sans même les autoriser à acheter des masques, puisque c'était le cas à l'époque, sans leur expliquer comment procéder à l'intérieur d'une maison où il y a un malade, ça ne pouvait pas marcher. Il fallait des équipes mobiles, des médiateurs en quelque sorte, pour prendre contact avec les malades, leur expliquer la démarche et construire avec chacun d'eux une stratégie d'isolement adaptée à sa situation professionnelle et familiale. Il fallait les aider, leur donner des masques, des flacons de solutions hydroalcooliques, leur dire comment procéder pratiquement et même leur rendre certains services, pour les courses par exemple, ou pour un hébergement dans quelques cas. Plutôt que de mettre en place une surveillance électronique ou administrative liberticide, il s'agissait d'aider le patient à protéger ses proches, lui faire comprendre l'intérêt d'avertir ses contacts
de leur faire savoir à temps qu'ils risquent eux aussi d'être contagieux et de disséminer le virus dans leur entourage. Donc c'est une approche empathique. Ailleurs, on pourrait même parler d'approche humanitaire de la lutte contre la contagion. Alors j'ai utilisé le mot humanitaire car c'est bien de là que vient l'idée. La stratégie d'équipe mobile a un nom dans le microcosme de la lutte contre les épidémies dans les pays en voie de développement. On parle de CATI ou Case Area Targeted Interventions. Et c'est l'approche C'est-à-dire, excusez-moi, vous pouvez nous le traduire? Les interventions qui sont ciblées sur les cas et autour des cas. Donc, vraiment, je vais expliquer comment ça marche. Donc, c'est l'approche qu'on avait utilisée pour éliminer le choléra en Haïti. Haïti, c'est le pays le plus pauvre des Amériques. Mais en janvier 2010, il y a eu un très gros tremblement de terre dans l'agglomération de Port-au-Prince, qui regroupe à peu près un quart de la population du pays. Et pratiquement tout a été détruit. Le nombre de morts a été estimé entre 100 000 et 300 000. Et puis, 9 mois après, démarre une très violente épidémie de choléra qui s'est propagée vraiment comme une onde de choc. Elle a été apportée par un contingent militaire, elle n'était pas due au tremblement de terre, mais vraiment le pays n'avait pas besoin de cette catastrophe supplémentaire. D'ailleurs, 11 ans plus tard, il n'est toujours pas remis de cette succession de catastrophes, et rien qu'hier, le président de la République d'Haïti a été assassiné par un groupe de mercenaires, donc on est vraiment toujours dans cette crise chronique. Jusqu'en 2013, Haïti a été le pays le plus durement touché au monde par le choléra. Entre 2010 et 2012, il totalisait un nombre de cas équivalent à toute l'Afrique subsaharienne réunie. Donc Haïti, c'est tout petit, c'est 10 millions d'habitants. L'Afrique subsaharienne, c'est 1 milliard. Pourtant, il y avait autant de cas de choléra. Et rien ne semblait pouvoir empêcher la survenue de nouvelles vagues épidémiques à l'arrivée de chaque saison des pluies. Il y avait bien un plan de lutte qui avait été conçu par le gouvernement haïtien avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF, mais il prévoyait un budget de plus de 2 milliards de dollars que personne n'était en mesure de trouver. Excusez-moi, et juste du coup, dans le nombre de cas, c'était combien de cas de choléra durant cette épidémie? On approche le million de cas de choléra sur cette période-là. Et ça, c'est les cas déclarés officiellement. Il y a plein de gens qui ne sont pas allés dans les structures de soins. Donc, en fait, l'essentiel de la population haïtienne a été atteinte par le choléra. Donc, le fait que le choléra revienne et donne des vagues de choléra à chaque fois nous a amené à proposer cette approche CATI qui était déjà utilisée, par exemple, pour la lutte contre Ebola. À chaque fois qu'un nouveau cas suspect de choléra a été reçu dans une structure de soins, le projet, c'était d'immédiatement envoyer une équipe sur le lieu présumé de la contamination, au domicile du malade, pour identifier des cas secondaires et mettre en place avec la famille et le voisinage des stratégies de limitation de la contagion. Alors, le choléra ne se propage pas comme la Covid. Ici, c'est une maladie diarrhéique très liée à la contamination de l'eau et des aliments. Donc, les équipes avaient pour tâche d'expliquer comment protéger l'eau, comment la traiter avec des comprimés de chlore, comment manipuler les aliments sans les contaminer. Puis, elles distribuaient des comprimés de chlore, du savon et même des seaux munis de couvercles pour assurer un stockage sécurisé de l'eau. Il y a la plupart du temps, un infirmier les accompagnait pour donner un traitement antibiotique au cas contact et détecter d'éventuels cas secondaires. Il s'agissait donc d'identifier au plus vite les malades, puis d'aider leur entourage à se protéger de la contagion, accompagner et protéger autour de chaque cas identifié. C'est similaire à ce qui a été mis en œuvre dans le programme Covisan à Paris. Alors, le programme Covisan a commencé sur les chapeaux de roue. On s'est organisé pendant le week-end de Pâques. Il s'agissait de trouver des volontaires pour former des équipes mobiles, d'organiser leur formation et leur encadrement, de leur fournir du matériel de protection individuelle, des véhicules, de quoi prélever les patients à domicile, de quoi distribuer des masques et des solutions hydroalcooliques. Et il s'agissait aussi d'organiser le circuit des échantillons. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Mais ça a été fait pendant le week-end de Pâques et la première antenne a débuté ses activités dès le lendemain du lundi de Pâques, le temps de tout installer. La première visite à domicile a eu lieu en fin de journée et ensuite elles se sont enchaînées. Cette antenne était située à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, juste à côté des urgences. Pour lancer cette antenne, et c'est le lien avec Haïti, j'ai demandé à un collègue, ancien directeur pays de l'organisation Solidarité Internationale, de venir à Paris. Il n'était pas médecin, mais il avait l'expérience des équipes mobiles et de la lutte contre les épidémies. Il est resté 2 semaines à travailler avec les bénévoles, avec les médecins de l'hôpital et les directeurs issus de l'administration de la PHP. Très vite, les médecins de ville nous ont rejoints et puis d'autres antennes ont été montées sur différents sites en Île-de-France, soit dans les hôpitaux,
soit comme à la Pitié-Salpêtrière, soit en ville. L'idée était de monter en puissance le plus vite possible pour assurer le déconfinement dans les meilleures conditions. Malheureusement, l'administration de la santé, et c'est un peu un euphémisme, n'a pas tout de suite compris l'intérêt de l'approche et l'importance de l'aller vers. Et finalement, le déconfinement a été basé sur la généralisation des tests, la centralisation des résultats dans une base de données unique, la mise en place d'une plateforme téléphonique dédiée à la recherche des contacts et la promotion d'une application mobile, à cette époque-là, elle s'appelait Stop Covid. L'idée d'accompagnement, les visites à domicile, l'aller vers sont passés à la trappe et la majorité des antennes Covisan ont même fermé. La survenue d'une deuxième vague a changé la donne. Les centres Covisan qui avaient fermé ont rouvert et maintenant ce sont plus de 100 000 patients qui ont été accompagnés pour leur isolement. Et surtout, la doctrine de contact tracking a largement évolué. La notion d'accompagnement à l'isolement est maintenant mise en valeur à côté de la recherche des cas contacts et des visites à domicile sont systématiquement proposées. Cela n'a pas empêché de nouvelles vagues, mais il est très probable que ça en a limité l'intensité. Par exemple, si on regarde les données très actuelles, il y a entre 55 et 60% des cas diagnostiqués actuellement qui ne présentent aucun symptôme, qui sont asymptomatiques au moment où ils se sont fait tester. Ça veut dire que pour la très grande majorité d'entre eux, ils ont fait le test parce qu'ils se savaient contacts. Donc, il y a cette notion de contact qui doit se tester et qui doit s'isoler commence à passer. D'ailleurs, les enquêtes de santé publique montrent aussi que les sujets qui se savent contacts prennent plus de précautions et limitent le nombre de personnes qu'elles côtoient. Tout ceci permet de penser que la nouvelle approche limite la propagation du virus. Elle n'arrêtera pas l'épidémie à elle seule, surtout avec la vague qui se profile, mais contribue à la ralentir et avec la vaccination et bien sûr avec les gestes barrières. Et au final, ça nous laisse un peu plus de marge de manœuvre pour éviter les mesures telles que les confinements généralisés ou l'instauration d'un couvre-feu. Voilà ce que je voulais expliquer et puis on va pouvoir débattre de ces points-là avec les questions. Je vous remercie. Merci Renaud. Simplement une question que je me pose à vous écouter, c'est si ces dispositifs de l'aller vers, ça n'en est pas, comme vous les appelez, ça n'est pas finalement très utile en début d'épidémie quand il y a peu d'informations au sein de la population, etc. Et puis à mesure que l'information grandit au sein de la population, qu'on sait qu'on peut avoir le virus et être asymptomatique, etc. Est-ce que ces dispositifs d'explication, de pédagogie ne sont pas, entre guillemets, moins utile une fois qu'on a beaucoup d'informations sur l'épidémie qu'en tout début d'épidémie, quand tout le monde est un peu dans la sidération? Non, je crois qu'ils sont quand même utiles, y compris actuellement. D'abord, ils ne sont pas utiles uniquement pour l'isolement. Aller vers les personnes âgées qui ne se sont pas vaccinées parce qu'elles ont eu peur de sortir, etc., ça reste complètement utile et c'est ce que font certaines antennes Covisan. Et puis, à un moment où tout le monde, bien sûr, ne bénéficie pas d'une visite à domicile. Elle est proposée maintenant par les plateformes de l'assurance maladie, mais la visite d'un infirmier permet d'expliquer, mais concrètement, en connaissant les conditions de vie du patient et de sa famille, comment organiser l'isolement. Je pense que rien ne remplace le contact direct quand on peut le faire. D'accord, merci beaucoup. Merci pour cette explication sur la parenté comme ça entre deux épidémies assez récentes. Je vais maintenant passer la parole à Véronique Boudon-Bilot. Donc, vous êtes directrice de recherche au CNRS, philologue helléniste, et puis vous avez dirigé l'unité mixte de recherche Orient et Méditerranée à Sorbonne Université. Et vous êtes donc spécialiste de l'histoire de la médecine dans l'Antiquité. Et puis avec vous, on va s'intéresser à certaines grandes épidémies antiques et on va voir qu'on peut trouver d'étonnantes similitudes avec l'épidémie que l'on traverse aujourd'hui. On vous écoute. Merci beaucoup. Je vais donc essayer effectivement de jeter des points avec ce que vient d'exposer Renaud Pierroux et essayer aussi de tracer quelques parallèles entre le monde antique et nos sociétés modernes. Ce qui réclame aussi, évidemment, vous vous en doutez, quelques précautions oratoires, en particulier concernant l'usage du vocabulaire. Je voudrais juste rappeler que le terme d'épidémie n'a pas exactement dans l'Antiquité le même sens qu'aujourd'hui. Le mot, qui est d'origine grecque, dans lequel vous reconnaissez démos, le peuple, qui a donné en français par exemple démocratie, désigne étymologiquement dans la littérature médicale antique une maladie qui s'abat sur le peuple, qui s'abat sur le territoire
du peuple et qui frappe en venant, précision importante, de l'extérieur. Mais quand le mal, venu de l'étranger, provoque en plus de nombreuses morts, à ce moment-là, les Grecs ne parlent plus d'épidémie, ils utilisent un autre mot, loimos, traduit en latin par pestis, qui a donné peste, mais que l'on préfère traduire en français par pestilence pour différencier ces épisodes particulièrement mortels de la vraie peste, Yersinia pestis. Donc, ce qui s'apparente le plus à l'épidémie actuelle de coronavirus est donc en réalité pour les anciens, notamment en raison du nombre de morts, non pas une simple épidémie, mais une pestilence. Et pour commencer, ce qu'il m'apparaît important de souligner, c'est le nombre et la fréquence de ces pestilences tout au long de l'Antiquité, quelle que soit par ailleurs leur nature exacte sur laquelle les spécialistes discutent encore, mais toujours avec ce même résultat, des morts en grand nombre. Et ce qui différencie les sociétés antiques de la nôtre, c'est que l'Antiquité n'a cessé au cours de son histoire d'être confrontée à de tels épisodes. Elle n'a donc jamais eu le temps d'en oublier l'éventualité parce que les épidémies n'ont jamais cessé de représenter une menace. Et dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, par exemple, chez Homère, l'Iliade s'ouvre sur une pestilence qui décime l'armée des Grecs faisant le siège de Troie. Mais je prendrai aujourd'hui simplement deux exemples emblématiques, me semble-t-il. Celui de la peste d'Athènes, décrite par Thucydide au 5e siècle avant Jésus-Christ, au début de la guerre du Péloponnèse, guerre qui va opposer Sparte à Athènes. Et second épisode, la peste antonine, décrite par le grand médecin Galien de Pergame au 2e siècle après Jésus-Christ et qui va sévir pendant de nombreuses années par vagues successives, exactement comme notre coronavirus actuel, sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Dans les deux cas, la maladie vient de l'étranger et elle va avoir d'importantes répercussions, à la fois en termes de mortalité, mais aussi des conséquences considérables sur le terrain militaire, sur le plan économique et social. Donc la première pestilence, celle qui s'abat sur Athènes en 430 avant Jésus-Christ, vient d'Éthiopie. Elle a été introduite à Athènes par un navire débarqué au Pirée. Et très vite, elle cause des ravages considérables sur la population de l'Attique, d'autant plus que les habitants, au début de la guerre, se sont entassés dans des conditions insalubres derrière les fortifications d'Athènes pour se protéger des assauts de Sparte. Les conséquences vont être considérables avec la mort de Périclès et quelques années plus tard, la défaite d'Athènes et le démembrement de son empire maritime. Lorsqu'il décrit cet épisode, Thucydide note déjà que les médecins, parce qu'ils sont en première ligne et en contact direct avec les malades, sont les premiers à mourir. 6 siècles plus tard, au 2e siècle après Jésus-Christ, sous le règne de Marc Aurèle, la Grèce a définitivement perdu la partie et les Romains sont devenus les maîtres du monde. Dans ce contexte, ils sont à la tête d'un empire qui s'étend de part et d'autre de la Méditerranée, relié par d'importantes voies de communication, à la fois terrestres et maritimes, et qui, en quelque sorte, est donc déjà un empire mondialisé. Quand l'armée romaine revient à Rome en 166, après sa victoire contre les Parthes, et là on voit le lien déjà évoqué précédemment entre armée, soldats et épidémie. Donc cette armée romaine ramène dans ses bagages une terrible pestilence qu'elle ramène d'Asie, donc comme le Covid, et plus précisément de la Mésopotamie. Immédiatement, la rumeur court à la recherche d'un bouc émissaire et accuse un soldat d'avoir profané le temple d'Apollon, Apollon, dieu des arts et de la beauté, mais aussi, je le rappelle, de la médecine. Donc accuse ce soldat d'avoir forcé l'ouverture d'un coffret à l'intérieur d'un temple, d'où se seraient échappés des miasmes mortels. Mais suivront aussi d'autres rumeurs qui accuseront tour à tour des responsables politiques, militaires et aussi les chrétiens. La situation devient particulièrement critique au cours de l'hiver 168-169 dans le camp romain d'Aquilée, au nord de l'Italie, où l'armée romaine a pris ses quartiers d'hiver. L'épidémie redouble. Là encore, les soldats sont entassés dans des conditions sanitaires difficiles, aggravées par le froid, la boue, et meurent par centaines. Marc Aurèle fait appel à ses meilleurs médecins
et rappelle donc en urgence Galien, qui est alors à Pergame. Ce dernier cherche à identifier la cause de l'épidémie et invoque la théorie miasmatique. Alors, selon cette théorie, héritée d'Hippocrate, la transmission des maladies s'explique non pas par le contact direct d'un malade à un autre, c'est-à-dire non pas par contagion au sens étymologique de transmission par contact, mais par la présence de miasmes invisibles contenus dans l'air que nous respirons. Et le raisonnement qui sous-tend cette théorie est en effet impeccable. Si un individu ou un petit nombre d'individus sont seuls à souffrir d'une maladie particulière, celle-ci est due à leur régime, ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, mais aussi comment ils dorment, comment ils s'exercent. Régime est ici à prendre au sens très global d'hygiène de vie. Mais à l'inverse, si un grand nombre d'individus souffrent en même temps de la même maladie, la cause en est l'air que nous respirons et que nous avons tous en commun. Et pour lutter contre l'épidémie, les médecins antiques préconisent donc, avant même l'invention du masque, soit de changer d'air, si on le peut, en s'éloignant des zones infestées, soit d'allumer de grands feux de plantes odorantes pour parfumer et purifier l'air, soit de retenir sa respiration pour inhaler le minimum d'air infesté, soit encore de s'introduire dans les narines des aromates et autres substances parfumées. Je vous laisse bien évidemment imaginer l'effet de telles mesures, mais pendant ce temps, le pouvoir politique ne reste pas inactif. Que fait-il? Marc Aurèle promulgue des lois nouvelles relatives à la sépulture et au tombeau qu'il interdit d'ériger n'importe où, là aussi pour des raisons évidentes. Il procède à des distributions de blé pour lutter contre la pauvreté et un début de famine, et là on voit le lien maladie, problèmes socio-économiques. Il procède à la vente publique d'objets appartenant à la famille impériale pour renflouer les caisses qui sont vides, et il procède à l'enrôlement de mercenaires pour tenter de remplacer les soldats de l'armée romaine qui sont morts en grand nombre. Et selon certains historiens d'ailleurs, un historien américain en particulier qui a récemment publié là-dessus, la chute de l'Empire romain pourrait en très grande partie s'expliquer par l'épidémie de peste antonine. L'épidémie s'accompagne parallèlement de l'émergence de l'irrationnel. On a recours aux prêtres, aux prophètes. Un illuminé amené devant Marc Aurèle annonce la fin du monde, et un autre de ces illuminés, Alexandre, qui prétendait avoir eu une fille avec la lune, prétendait également être capable d'éloigner la peste en inscrivant sur les maisons un vers de sa production. Alors, l'orateur, je vais terminer par là, Lucien de Samosate, s'est beaucoup moqué de cet Alexandre, et voici ce qu'il dit à ce propos. Il cite le vers en question, Phébus, il s'agit de Phébus Apollon, nom rasé, chasse, nuage de peste. On pouvait voir, commente Lucien, on pouvait voir ce vers écrit partout sur les portes, comme s'il s'agissait d'un talisman repoussant la peste, mais la plupart du temps, et là on retrouve l'ironie de Lucien, le contraire se produisit. Par une sorte de malchance, ce furent surtout les maisons sur lesquelles le vers était inscrit qui se vidèrent de leurs habitants. Mais là, l'analyse de Lucien est plus fine. Ne pense pas que je veuille dire que les gens mouraient à cause de ce vers. Ce fut l'effet de la malchance. Peut-être aussi que la plupart des gens, enhardis par cette inscription, se montraient négligents et vivaient de manière trop insouciante, sans aider l'oracle à lutter contre la maladie, dans l'idée qu'ils avaient ces syllabes qui combattaient pour eux et que Phébus, donc Apollon, non rasé, repousserait la peste avec ses flèches. Moralité, selon Lucien, il ne faut pas baisser le masque trop vite, ni renoncer trop tôt aux gestes barrières, ni se fier trop complètement au vaccin. Car en somme, entre hier et aujourd'hui, tout est pareil et rien n'est pareil. La rumeur, toujours là, d'un virus échappé d'un laboratoire chinois a succédé à celle de miasmes libérés dans un temple après un acte sacrilège. Les masques ont été remplacés par les aromates introduits dans le nez. Les solutions hydroalcooliques ont supplanté les grands feux de plantes odorantes et la recommandation d'aller respirer l'air pur de la campagne a anticipé la mise en place de la distanciation sociale. Chaque époque a sans doute l'épidémie qu'elle mérite, mais chaque épidémie, me semble-t-il, procède aussi manifestement d'un fond commun, d'erreurs, d'errements, dont peut-être il n'est pas complètement inutile, et ce webinaire nous en donne l'occasion,
de rappeler parfois le souvenir à notre mémoire collective, si souvent et si vite oublieuse. Merci beaucoup, Véronique Boudon-Milot, pour ces ponts que vous avez un petit peu dressés entre ces épidémies antiques et puis celles que l'on traverse aujourd'hui. Peut-être pour démarrer les échanges entre nos deux intervenants, peut-être qu'on peut s'intéresser plus précisément aux réactions des populations face aux épidémies. Alors, quelles similitudes un peu systématiques on peut remarquer? Vous avez très brièvement, par exemple, abordé la figure du bouc émissaire. On cherche toujours un responsable dans les épidémies. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, sur la manière dont on évoque ce bouc émissaire dans l'Antiquité et dans le passé? Et puis avec vous, Véronique Boudon-Milot, et puis après peut-être avec vous, Renaud Piarou, est-ce qu'on retrouve cette figure dans différentes épidémies telles le choléra, telle l'Ebola, épidémie sur laquelle vous avez également travaillé? Alors, si la question reste d'abord à moi, je voudrais juste rappeler que dans l'Antiquité, au début, en tout cas, avant la grande œuvre d'Hippocrate, qui va dire que les causes des maladies sont à rechercher parce que la médecine est un art et qu'elle repose sur une réflexion qui doit être rationnelle. Bon, ça, c'était les spécialistes qui disaient ça, c'était les disciples d'Hippocrate, mais la population, elle, était tentée de voir dans la maladie une punition divine. Et naturellement, on recherchait, soit dans un acte sacrilège, soit dans une faute commise, soit par le représentant, soit par le reste du peuple, l'origine de l'épidémie. Sophocle, dans Oedipe à Colonne, met en scène une épidémie, une pestilence terrible qui va amener Oedipe à rechercher pourquoi le peuple de Thèbes meurt de la pestilence et à s'interroger sur sa propre responsabilité. Comme vous le savez, Oedipe va découvrir qu'il a épousé sa mère, tué son père et qu'il est donc à la fois parricide et il a commis l'inceste. Donc, évidemment, là, le bouc émissaire, ce sera le responsable, ce sera Oedipe. Un peu plus tard, à l'époque romaine, eh bien, on essaiera parfois de faire reposer la faute sur les chrétiens, qui sont alors au début de leur histoire et très facilement poursuivis par le pouvoir romain, et en tout cas qui, aux yeux de la population, représente une cible bien facile. Mais face à cette réaction des populations, il y a quand même les médecins qui, eux, malgré le peu de moyens dont ils disposent, ne désarment pas et vont essayer de rechercher des causes rationnelles. Et c'est pourquoi ils vont bâtir des théories, et en particulier cette théorie miasmatique que j'ai évoquée. Merci. Renaud Piarou, peut-être sur les épidémies que vous avez pu observer sur le terrain, Oui. cette figure du bouc émissaire. Alors, il y a effectivement une tendance assez régulière quand il y a une épidémie, donc un nombre de morts important, inexpliqué, à rechercher un bouc émissaire. Effectivement, dans les épidémies d'Ebola, ça a beaucoup compliqué la prise en charge parce que, en particulier, même les équipes d'intervention, je me souviens d'un événement qui s'est passé en Guinée-Conakry, où une équipe qui était venue pour identifier des personnes et les amener en isolement s'est fait lyncher, et donc ça faisait 6 ou 7 personnes qui ont été tuées par les villageois, parce que considéraient que c'était eux qui avaient amené le virus Ebola. Et donc, ils avaient fait le rapprochement entre la première visite de cette équipe et un certain nombre de cas d'Ebola. Même tout à fait personnellement, je suis intervenu il y a une dizaine d'années sur une épidémie de peste dans l'est de la République démocratique du Congo, et on était passé en 2 fois. La deuxième fois, on revient pour faire des prélèvements chez quelques patients préidentifiés. Mais il y avait eu un problème. Un des patients qui avait eu un prélèvement la veille avait eu de la fièvre pendant la nuit. Ils avaient cru que c'était nous qui l'avions volontairement rendu malade. Et on a été obligé de quitter le village, on va dire très rapidement, pour ne pas se faire attraper par la population.
en Haïti, du fait de ce que j'ai expliqué, c'est que c'est un contingent militaire. En fait, c'est des casques bleus de l'ONU venus d'Asie. Donc, il y a des choses qui ressemblent aussi, venus d'Asie qui ont amené le choléra. Et l'ONU et les autorités en général ont préféré cacher cette information à la population en disant finalement c'est un mystère ce choléra. Et ça a débouché dans certaines régions rurales par une vague de lynchage. On en a compté 45 quand même, c'est pas négligeable. En particulier de prêtres vaudous qui étaient accusés d'avoir amené le choléra sous la forme d'une poudre qu'ils avaient disséminée dans l'environnement. Donc on retrouve finalement les mêmes explications, les mêmes mécanismes, et cette recherche de bouc émissaire est quelque chose de régulier. En même temps, ça ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur l'origine de telle ou telle épidémie. Par exemple, sur l'origine de la Covid, l'hypothèse, il y a 3 hypothèses qui existent. Aucune des 3 n'a été éliminée jusqu'à présent. On n'a pas d'éléments pour choisir, et c'est bien dommage parce que ça pourrait servir pour prévenir de nouvelles épidémies. L'hypothèse qu'on a le plus souvent mise en avant, c'est le passage par un animal qui a été consommé dans un marché et puis transmission à l'homme, mais elle n'a pas été démontrée. La première hypothèse du pangolin, finalement, a été éliminée parce que les génomes étaient vraiment très différents. L'hypothèse autour d'élevage, et en particulier d'élevage de visons, n'a pas été non plus éliminée. Et puis même la fuite à partir d'un laboratoire, alors ce n'est pas le virus qui s'en va tout seul via des miasmes, bien évidemment, mais ça peut être la contamination de quelqu'un travaillant dans le laboratoire qui va ensuite contaminer autour de lui. Cette hypothèse n'a pas été exclue. On sait qu'il y avait à Wuhan des équipes qui travaillaient sur ce type de virus, sur les coronavirus, et beaucoup de données qui nous auraient permis d'éliminer cette hypothèse ont entre-temps disparu parce que finalement l'accès aux collections, l'accès au génome qui existait n'a pas été facilité par les autorités chinoises. C'est un euphémisme. Donc, bouc émissaire, c'est souvent dans un contexte où on n'a pas quelque chose de très clair, de très facile à expliquer à la population. Dans ce cas-là, elle est obligée de se forger une idée de la cause de l'épidémie. Vous avez parlé de lynchage, notamment durant certaines épidémies. Véronique Boudon-Milot, on constate dans l'Antiquité des épisodes de ce genre qui ont été rapportés. Alors, des épisodes de ce genre consécutifs, documentés avec certitude, non. On ne sait pas jusqu'à quel point, directement en tout cas, l'épidémie, la pestilence a pu amener à des débordements. En revanche, ce que l'on sait, c'est que la pestilence entraîne dans son sillage très souvent la famine, parce que les champs ne sont plus cultivés, les villages se vident, les paysans meurent, et ça, on a des traces de villages qui perdent pratiquement, on a des témoignages papyrologiques qui perdent pratiquement l'intégralité de leur population. Donc effectivement, le blé n'étant plus cultivé, n'étant plus transporté dans les grandes villes comme Rome, très vite des problèmes alimentaires surgissent, et effectivement, la grande peur du pouvoir, c'est d'être débordé. Et la principale des priorités, c'est de donner à manger au peuple en distribuant ce qu'il y a à distribuer. Donc, ça n'est pas... voilà, il y a dû y avoir des émeutes. En même temps, nos sources ne sont pas très prolixes là-dessus parce que, évidemment, les auteurs et les historiens n'ont pas non plus intérêt à insister sur ces difficultés-là. Ça nous amène aux conséquences sociales de ces épidémies sur les populations. Est-ce qu'on peut revenir l'un et l'autre sur ces conséquences? J'ai l'impression, mais vous allez nous le dire, qu'un des invariants qu'on peut constater, c'est que les plus pauvres sont à chaque fois les plus durement frappés. Peut-être pour commencer, peut-être Véronique, et puis ensuite Renaud. Oui, alors effectivement, ce qu'on constate, on a notamment un témoignage
d'Aelius Aristide, un grand rhéteur de l'Antiquité dont les œuvres nous ont été transmises, célèbre, qui vit à Smyrne. Et lui qui a vu arriver l'épidémie, il était aux premières loges, et il témoigne en nous disant qu'il a perdu presque tous ses serviteurs et que lui-même a été malade, mais fort heureusement, des gens sont venus l'aider puisqu'il n'avait plus de serviteurs autour de lui et il a survécu. Et là, on constate deux choses, que les serviteurs sont en première ligne, meurent les premiers, et que le rhéteur, Aelius Aristide, lui, a certainement des conditions autour de lui un peu supérieures et un peu mieux nourries aussi peut-être, et pour toutes ces raisons, va mieux surmonter l'épidémie. Et le médecin Galien, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, déplore lui aussi avoir perdu ses serviteurs pendant l'épidémie. Donc des serviteurs dont il aurait pu prendre soin et auxquels il a sans doute d'ailleurs prodigué les soins qu'il était capable de leur apporter, mais qui là encore n'a pas réussi à les sauver. Donc on voit, c'est un peu absurde de le dire, que ceux qui témoignent sont ceux qui survivent, évidemment, mais pas seulement. On voit quand même qu'il y a une classe, on dirait aujourd'hui, privilégiée, qui va s'en sortir un peu mieux et qui déplore la mort en grand nombre des serviteurs qui les entourent. Renaud, sur ces Oui. conséquences, oui. Ben simplement, si on prend la Covid, là, actuellement, puisqu'on a là une pandémie qui affecte des différents territoires avec des personnes plus ou moins dans des classes différentes. Si on compare même à l'intérieur de la France, en Île-de-France, Médecins sans frontières avait fait une étude à l'issue de la première vague pour regarder quel était le pourcentage de personnes atteintes, alors qu'en Île-de-France, on était à peu près à 10-15% de personnes qui avaient été touchées pendant la première vague sur la base d'études sérologiques et épidémiologiques. Quand on regardait des catégories un petit peu spécifiques, en particulier des travailleurs migrants qui vivaient en foyer, on dépassait les 80% dès la première vague. Donc, et il y avait comme ça une espèce de gradient entre les travailleurs migrants, puis les populations en difficulté, et puis finalement des personnes mieux insérées dans des meilleures conditions qui se sont, même en France, même dans les conditions de la première vague, il y avait déjà une différence importante. Donc, c'est vraiment un déterminant essentiel. Et puis, il faut rappeler que la plupart des épidémies, par exemple le choléra, la peste, Ebola, ça ne touche pas des pays industrialisés. Donc, il y a non seulement, lorsqu'une épidémie touche l'ensemble du monde, une pandémie survient, il y a des différences entre les pays et même à l'intérieur des pays selon les classes sociales, mais il faut se rappeler que la plupart des phénomènes épidémiques se passent dans les pays pauvres. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut revenir maintenant peut-être sur les réactions du pouvoir face à ces grandes épidémies? Est-ce que l'un et l'autre, vous relevez des similitudes, des choses qui frappent dans cette prise en charge des épidémies par le pouvoir? Renaud ou Véronique? J'attends Véronique, et puis ensuite Véronique, allez-y. Ouais, je commenterai sur ce qui se passe actuellement. Si on peut. Alors, pour ce qui est de l'attitude du pouvoir, c'est évidemment d'éviter les troubles et surtout de donner au moins l'impression d'agir. Parce que la pire des situations serait de ne rien faire. Alors, même si on a peu de moyens, même si on ne comprend pas toujours ce qui arrive, et c'est le cas dans l'Antiquité, on va essayer de réagir en faisant appel à tous ceux qui peuvent avoir à dire quelque chose de l'épidémie, c'est-à-dire non seulement les médecins, mais aussi les prêtres à l'époque, naturellement. Et puis ensuite, on va prendre des dispositions en promulguant des lois. Alors, des lois qui sont presque de bon sens, comme celles qui interdisent d'enterrer les morts n'importe où. À Athènes, donc au 5e siècle avant, on avait déjà dit Thucydide, vu que les gens se comportaient de façon anarchique en déposant leurs morts sur les bûchers, parce qu'on faisait brûler les corps, en déposant leurs propres morts sur les bûchers allumés par les autres. Donc ça, c'était considéré comme un acte on dirait aujourd'hui d'incivilité, on dirait dans l'Antiquité, d'impiété absolument terrible. Donc il fallait déjà encadrer la façon dont les sépultures
serait construite, préparée. Et puis, il faut, je l'ai dit brièvement, essayer, y compris en vendant, alors nous, on a eu recours à l'emprunt avec le Covid, mais là, Marc Aurèle a vendu les bijoux de famille, si je puis dire, c'est-à-dire il a organisé une vente de sa fortune personnelle, des objets d'or, des beaux vêtements, des bijoux, et de façon à renflouer les caisses de l'État de cette façon. Et puis, enfin, il faut donner l'impression qu'on domine encore la situation. Il ne faut pas oublier qu'en plus, il y avait la menace barbare qui était aux portes de l'Empire à ce moment-là. Donc, on va enrôler des mercenaires, on va essayer de faire en sorte que l'armée, quand même le bras fort de l'empereur et de l'Empire, ne s'effondre pas, ce qui serait catastrophique pour ne pas ajouter les catastrophes aux catastrophes. Donc, on va essayer en plus de se battre sur ce second front qui est le front militaire. Mais là, évidemment, l'armée est très affaiblie et les barbares vont finir, vous le savez tous, par déferler sur l'Empire romain, pas tout de suite, mais quand même assez vite, et sans doute que l'épidémie a joué, là encore, dans cette chute de l'Empire romain, un rôle assez déterminant. Alors, comme ça me donne des billes, en quelque sorte, pour répondre. Je pense qu'il y a une constance évidente du pouvoir politique, c'est quelle est au moins une solution. Elle va dire qu'elle maîtrise, qu'elle contrôle, que les politiques vont toujours expliquer que tout est sous contrôle, tout va très bien. Et on a eu ça en France, comme je l'ai vu sur chacune des épidémies. C'est impossible pour un politique, un dirigeant politique, de dire là, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne maîtrise pas, il y a une incertitude. Ils ne peuvent pas dire ça. Ils n'y arrivent pas. Je pense que ce serait mal vécu, mais c'est aussi d'ailleurs un certain nombre d'experts qui ont du mal à dire ça, je ne sais pas. Donc, c'est partagé par les politiques et par une part des experts, pas la totalité. Je pense que c'est important, au moins pour les experts, de dire là, on n'a pas la réponse, on ne sait pas où on en est et on va regarder ça, mais pour l'instant, on ne sait pas. L'idée de montrer toujours qu'on fait quelque chose est aussi une constance. Et on le voit, certaines choses n'ont pas forcément une grande utilité. Je me souviens, par exemple, au moment de cet hiver, au mois de décembre, il fallait à tout prix faire des campagnes de dépistage massif. Ça la République tchèque nous avait montré que ça ne marchait pas, mais parce qu'ils avaient réussi à le faire, avoir un très fort dépistage, mais ils n'avaient pas réussi à maîtriser la remontée de l'épidémie juste après. Et le Premier ministre tchèque avait dit non, c'était une erreur, il fallait pas, finalement, ça ne marchait pas. Pourtant, rien n'a empêché, il était impossible d'empêcher un certain nombre de leaders politiques d'organiser des dépistages massifs dans leur ville, etc. Ils voulaient montrer qu'ils faisaient quelque chose. De la même manière qu'on a encore il va y avoir des colonies de vacances et on a appris qu'il y aurait distribution d'autotests dans les colonies de vacances pour dire bah, on peut continuer, on peut le faire et on fait quelque chose. On sait bien que ça ne va pas marcher. On sait bien que ça ne servira à rien en termes de lutte contre l'épidémie, mais le fait de le dire, et peut-être ça peut rassurer quelques personnes. Ça, c'est finalement un comportement des politiques. Ensuite, il y a la gestion de la crise avec des bonnes et des moins bonnes décisions. Et effectivement, peut-être que le deuxième front qui existait du temps des Romains existe actuellement, mais le deuxième front maintenant n'est plus militaire, mais il est économique. C'est-à-dire que le gouvernement, on le voit bien, il se bat sur deux fronts. Il se bat contre la pandémie et il se bat pour la relance économique, ce qui entraîne d'ailleurs quelques décisions difficiles à faire. Mais c'est le fait qu'une épidémie ne soit pas finalement, ne vienne pas seule, il y a d'autres problèmes qui se posent, oblige à une prise en charge qui est plus globale. Mais je dirais que le deuxième front a un peu changé de nature, c'est plus les barbares qui vont nous envahir, mais c'est la compétition économique qu'on va perdre.
Merci Renaud. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat, hein. Vous les adressez à Relations Sciences et Société, puis ensuite, je pourrai les récupérer et les poser à nos intervenants parce qu'on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Euh, Peut-être qu'on peut poursuivre l'échange un peu sur de la prospective. Selon vous, quels enseignements l'histoire ou la médecine vont retenir dans l'avenir de cette épidémie de Covid-19? Je Alors, vais répondre en premier, comme ça je vais montrer un exemple, montrer l'exemple. Ben, je ne sais pas. Justement, je ne sais pas ce qu'on en tirera comme enseignement. Les choses changent à chaque fois. Évidemment, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. On a appris des informations qui nous avaient échappé dans les infections virales, c'est en particulier le rôle de ces mutations quotidiennes, etc. Mais ça, c'est un enseignement médical. Mhm. Quant à un enseignement historique, ben moi, je ne sais pas, mais Véronique peut-être a plus d'informations par rapport au recul sur les épidémies anciennes. en fait, la démonstration est faite, me semble-t-il, que la mémoire collective est une mémoire très courte et qu'on a tous été sidérés par l'irruption de cette nouvelle maladie, épidémie. Or, dans l'Antiquité, c'était quelque chose qu'on avait en tête et on savait qu'à tout moment, on pouvait être menacé par des épidémies parce que la génération qui vous précédait en avait connu une. Donc, il y avait une sorte de transmission de la mémoire. Donc, la grande différence, sans doute, c'est cet oubli de nos sociétés actuelles, cette illusion. Maintenant, on sait que c'est une illusion d'être désormais à l'abri de ce qu'on a appelé maintenant une pandémie, puisqu'elle est étendue mondialement. Alors, ça, c'est la première différence. Peut-être retrouver le lien, la mémoire, et se dire que ce qui nous arrive, non seulement n'est pas inattendu, mais aurait pu être mieux préparé. Et ça, c'est pour ce qui a précédé. Pour ce qui va suivre et les enseignements possibles, eh bien, c'est cette fois d'essayer de retirer donc tous les enseignements possibles, mais ça dépendra, et c'est le rôle de chacun, mais aussi de chaque société. J'ai dit que chaque société a les épidémies qu'elle mérite. Je pense aussi que chaque société fera de l'épidémie quelque chose de différent selon les décisions qu'elle prendra, même si dans un environnement mondialisé, il faudrait que ces décisions soient mondiales. Mais surtout, on peut peut-être voir les choses de façon un peu plus optimiste en se disant que voilà, maintenant on est prévenu, maintenant on a eu une piqûre de rappel qui est une piqûre qui nous dit attention, les épidémies, ça peut vous arriver à vous aussi. Et surtout, la médecine a été obligée d'aller très très vite et de mettre au point, me semble-t-il, mais ça c'est Renaud Piarou qui pourrait le dire mieux que moi, un vaccin, pardon, reposant sur une technologie tout à fait nouvelle et dont les médecins nous disent précisément qu'ils pourront bientôt apporter des remèdes ou en tout cas des espoirs pour la lutte contre le cancer, par exemple. La recherche contre le sida est également relancée. Donc, nous avons là des avancées, et ça, les Grecs l'ont toujours bien dit, que de chaque mal pouvait naître un bien, et que c'était à l'homme d'en faire du bien ou du mal, du positif ou du négatif. Donc, j'ai tendance à dire qu'effectivement, c'est entre nos mains, et j'ai parlé de mémoire collective. Maintenant, il s'agit de s'emparer d'une volonté collective pour faire de ce qui nous est arrivé quelque chose qui soit une chance pour l'avenir et dépasser donc cette catastrophe qui vient quand même de s'abattre sur nous. Merci. Ça me permet, cet oubli des épidémies dont vous venez de parler me permet de rebondir sur une question qui nous a été posée. On a quelqu'un qui nous demande, est-ce que cet oubli est lié au progrès scientifique? Certainement. Certainement, à la vaccination, au fait qu'une maladie comme la variole a été éradiquée, qu'on a, grâce à la vaccination, donc en particulier, tué véritablement certaines maladies. Et puis, on vit dans un environnement de plus en plus aseptisé, c'est une évidence.
tout cas dans nos sociétés. Hein. Évidemment, tout ce que je dis là est beaucoup plus vrai des sociétés occidentales. Et on a une espérance de vie qui est sans commune mesure avec l'espérance de vie de l'homme antique, évidemment. Donc, tout ça, et puis on a vu émerger, par exemple, on était tellement sûrs et tellement confiants de cette société que nous avions construite, on a vu émerger même des transhumanistes qui nous ont promis un homme augmenté qui non seulement ne serait plus malade, mais ne mourrait plus. Donc, je crois que là, pour le dire de façon un peu brutale, on remet un peu les pendules à l'heure. Peut-être pour compléter, le progrès, en fait, rappelez-vous, peut-être dans les années 70, c'est de l'histoire récente, mais avec les antibiotiques, on a entendu, il y a un certain nombre de personnes, et des personnes tout à fait des voix dominantes en infectiologie et en médecine, qui ont dit que c'était la fin des maladies infectieuses. Et puis, il y a eu l'émergence du sida qui a remis en question, mais finalement, on a eu des maladies infectieuses qui ont été très orientées sur les maladies immunodéprimées. Et on est revenu finalement petit à petit. Il y a eu une inquiétude sur l'arrivée du sida. Je pense que à nouveau, les gens se sont dit « Ah, les maladies infectieuses, attention !» Et puis, ça s'est à nouveau calmé. Et il y a finalement des périodes, c'est un peu cyclique finalement, c'est pas si net que ça. Et on ne peut pas… l'oubli des épidémies, je pense qu'il faut aussi le chercher, non pas dans la réalité des épidémies, qui ont continué, en tout cas ces dernières années, il y en a eu, mais dans la réalité de la communication et dans l'afflux d'informations que l'on avait qui faisait que finalement, on voit passer une épidémie d'Ebola à tel endroit ou de choléra, on s'en occupe quelques jours, on oublie, on repasse à autre chose. Et puis, ce sentiment que ça n'arrive qu'aux autres. Alors, ce n'était pas que les pays en développement, je vais aller un peu plus loin, c'était aussi en Asie éventuellement. La première épidémie de SARS-CoV, démarre aussi en Asie, va toucher un petit peu Toronto, donc, mais essentiellement quand même des pays asiatiques. Et donc, les épidémies, puisque ça ne nous est pas arrivé, c'était pour les Africains, pour les Haïtiens éventuellement, ou pour les Chinois et autres asiatiques, et ce n'était pas pour les pays riches. Et par contre, là où ça c'est une idée, on va dire, c'est la population générale qui a cette idée, là où ça pose problème, c'est que nos autorités politiques ont agi de cette manière-là. Ils ont eu un petit peu peur en 2005-2006 à cause de cette histoire de grippe aviaire H5N1, mais ensuite, ils ont oublié cette peur. Il y a eu H1N1 qui a finalement fait aucun dégât et qui ne s'est pas comporté de manière plus grave que n'importe quelle épidémie de grippe. Et ils sont passés et ils ont arrêté. Quand on a commencé à lutter contre l'épidémie au mois de mars, avant rien n'avait été fait ou quasiment, on n'avait ni stock, on n'avait aucun matériel, on n'avait pas le personnel pour, mais on n'avait même pas les concepts. Les premières cartes de Santé publique France montrant le nombre de cas à une échelle inférieure, plus fine que le département, arrive le 22 octobre 2020. C'est-à-dire que de mars à octobre, on avait comme seule carte le département. On ne peut rien faire à partir du département. On ne peut pas faire d'action ciblée. Mais c'est dire si tout avait été perdu alors que ça s'était maintenu dans les pays en développement, dans la lutte contre les épidémies. Et ça s'était maintenu en Extrême-Orient, au niveau des pays asiatiques qui, eux, avaient été confrontés à des problèmes épidémiques de grippe aviaire et de coronavirus. Alors, on a une question justement sur la nécessaire information autour des épidémies. Comment peut-on se dire qu'il faut faire attention avec les futures épidémies si on ne connaît pas la véritable origine de la pandémie actuelle? Alors, je suis totalement d'accord avec ça. C'était déjà l'enjeu de l'épidémie de choléra en Haïti. Je vais un peu développer ça parce que c'est important. Des casques bleus amènent le choléra. Ils ont en fait
une épidémie de choléra dans leur camp, mais ils la cachent. C'est les militaires, on ne peut pas rentrer, etc. Donc, il n'a pas été possible de l'attester, mais il y a quand même des témoins haïtiens qui travaillent dans le camp, qui ont vu les soldats malades. Et puis, il y a le fait que les fosses septiques ont été déversées en une seule fois et ont fait une flambée épidémique tout à fait exceptionnelle. Dans les explications, bien, puisqu'on ne voulait pas admettre que c'était les militaires et que c'était une épidémie dans le camp militaire, il a fallu expliquer que finalement, peut-être que le vibrio choléré, l'agent du choléra, s'est glissé dans les eaux haïtiennes. On ne sait pas trop comment, mais bon, on peut imaginer. Alors, on nous a dit que ça doit être un porteur asymptomatique et se sont mis à proliférer dans les eaux haïtiennes. Quand on parle de ça et qu'on regarde, par exemple, le plan de lutte contre le choléra en 2012, il commence comme ça, il dit on veut éliminer le choléra, mais la bactérie étant dans l'environnement, il y aura toujours des cas sporadiques. Donc, ce n'est même pas la peine, ça ne sert à rien. Et puis ensuite, on met qu'il faut 2 milliards de dollars pour régler le problème. Expliquer la cause de l'épidémie et dire non, ce n'est pas ça ce qui s'est passé, permet de dire alors on a intérêt à se battre pour l'élimination totale. Et on en est là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul cas de choléra depuis février 2019. Donc, on comprend bien que ce n'est pas l'environnement qui a entraîné les choses, mais que c'était bien l'importation. Et ça a permis, en étant convaincu que ce n'était pas un problème environnemental, on a pu éliminer le choléra dans sa transmission au niveau de la population et au niveau péridomestique, c'est-à-dire une source, un point d'eau dans une maison ou quelque chose comme ça. Et pour ce qui est de la COVID, imaginons que l'hypothèse du laboratoire soit exacte. On ne l'a pas éliminée. Bien, on pourrait se poser la question d'arrêter ce genre de recherche. Le laboratoire de Wuhan a publié avec des équipes américaines, donc c'est une coopération sino-américaine, a publié des travaux sur les modifications des coronavirus de chauve-souris pour voir dans quelle mesure elle franchirait ou pas la barrière d'espèces. Donc, il y a des publications. Là, ce n'est pas des rumeurs, des choses comme ça. Si on se pose la question et si on avait les éléments pour regarder si c'était ça, je ne suis pas en train de me dire que c'est ça la cause, mais c'est une cause possible, eh bien, la réponse serait peut-être pas de travailler contre la déforestation. Il y a plein de raisons de travailler contre la déforestation, mais j'ai peur que pour l'épidémie de Covid, ça n'ait rien à voir en quelque sorte. Mais par contre, d'être beaucoup plus strict dans les manipulations génétiques faites sur les virus dans les laboratoires. Merci, merci Renaud. Peut-être Véronique sur cette meilleure connaissance des épidémies qui peut permettre de mieux lutter contre. Est-ce qu'on a comme ça des exemples Les exemples seront très éloignés et puis l'état et le niveau de la science hippocratique ou galénique est tellement éloigné du niveau de la science actuelle qu'il est impossible là de faire des comparaisons, sauf que l'attitude est exactement la même, c'est-à-dire qu'il faut rechercher la cause. Et ça, Hippocrate, grand ancêtre de la médecine moderne occidentale, l'a dit et redit et a fondé l'art médical occidental sur ce mantra, il faut rechercher la cause. Et les maladies ont toujours une cause rationnelle. Alors évidemment, après, on va bâtir des théories, et les médecins antiques l'ont fait, qui sont très éloignées de la cause réelle, mais en tout cas, l'attitude est toujours la même. Rechercher la cause et expliquer de façon rationnelle ce qui nous arrive. Je voudrais ajouter juste un point, parce que c'est quand même une anecdote assez intéressante. Au mois de décembre 2010, donc juste après le début de l'épidémie de choléra, bon, j'en avais fait, je ne l'ai pas dit, mais j'avais été chargé par le ministère de la Santé haïtien et via l'ambassade de France de faire l'investigation de cette épidémie. Et quand il a commencé à être connu qu'il y avait peut-être cette histoire militaire comme cause, est paru dans une revue prestigieuse qui est le Lancet Infectious Disease, un éditorial qui disait qu'il ne fallait pas rechercher la cause, que ça n'était pas quelque chose d'utile, que ça ne changeait pas la manière de soigner les gens et que peut-être, et ça terminait comme ça, peut-être que dans le futur, ce sera une matière de curiosité scientifique, mais que pour l'instant, c'était déloyal vis-à-vis des équipes qui travaillaient sur le terrain. Et des années après, et donc c'était en plus, ça a été très compliqué donc de publier
l'étude qui montrait effectivement que ça avait commencé juste en regard de ce camp de soldats. Et j'ai pu répondre à cet article 5 ans plus tard, quand les discussions sont venues et que, à force d'être interpellée, l'ONU a dû expliquer toutes les mesures qu'elle avait prises pour éviter qu'une chose similaire se passe dans un autre camp, etc. Et là, on est revenu à deux personnes avec un collègue américain. On est revenu, on a écrit au Lancet Infectious Disease en leur disant, vous vous souvenez, il y a 5 ans, vous avez écrit ça. On aimerait répondre, mais maintenant, justement, en s'appuyant sur ce que l'ONU dit qu'elle a fait depuis qu'elle a connu la cause. Et c'était une manière de montrer que chercher la cause a vraiment une importance capitale. Je vous en ai parlé à propos de l'élimination. On n'avait pas encore cet aspect-là, mais on avait l'aspect d'essayer d'éviter que ça se reproduise autre part. Merci beaucoup à tous les deux. Il va être l'heure de conclure puisqu'il est déjà 14h03. Donc, merci pour vos approches de chercheurs et vos approches de terrain sur les épidémies. Cette crise qu'on traverse aujourd'hui, on l'a dit, nous semblait inédite, sans précédent, mais on se rend compte en vous écoutant que face aux épidémies, tant du côté des populations que du pouvoir, on peut être frappé par les impressionnantes similitudes qu'on retrouve dans les pandémies du passé. Alors, est-ce qu'on s'est suffisamment appuyé sur les enseignements du passé pour appréhender la crise que l'on traverse? C'est une vaste question, mais on peut espérer que l'on continue à tirer les enseignements de la crise actuelle pour aborder les futures épidémies si elles se présentent. Puis je vais retenir la phrase de Véronique Boudon-Milot, faire de ce qui nous est arrivé une chance pour l'avenir. Voilà, c'est une phrase optimiste qu'on peut retenir pour clore ce webinaire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous. Et puis merci aux organisateurs de cette série de webinaires Sorbonavirus. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.